Le 15 avril 2025 à 7h23 précisément, dans la petite commune de Tarbes, près de Lourdes, les gendarmes de la brigade locale reçoivent un appel qui va marquer l'histoire. Une fillette de 6 ans prénommée Margot Dubois vient de révéler à ses parents des informations impossibles à connaître sur les apparitions de Bernadette Soubirous survenues en 1858, 67 ans plus tôt. Cet enfant, né le 3 novembre 2018 dans une famille résolument non attirée par la religion, n'avait jamais mis les pieds à Lourdes. Ses parents, Pierre et Claire Dubois, avaient même évité soigneusement tout contact avec la religion, pas de baptême, pas de catéchisme, pas même une visite touristique du sanctuaire pourtant situé à quelques kilomètres de leur domicile. Pourtant, cette petite fille va décrire avec une précision terrifiante des détails historiques que seules les archives vaticanes les plus secrètes conservent sous triple scellé. Margot habite avec ses parents dans un pavillon moderne de 3 pièces situé dans la banlieue paisible de Tarbes, au 47 rue des Hulles. La maison, construite en 2015, ne contient aucun livre religieux, aucune image pieuse, aucun objet de dévotion. Pierre Dubois, 38 ans, travaille comme ingénieur informatique dans une entreprise de développement logiciel. Claire, 36 ans, exerce comme pharmacienne titulaire dans le centre-ville de Tarbes depuis 10 ans. Leur quotidien ressemblait parfaitement à celui de milliers de familles françaises de classe moyenne, métro, boulot, dodo, vacances à la mer l'été, soirée Netflix le week-end, préoccupations ordinaires sur l'éducation de leur fille unique. Rien, absolument rien, ne laissait présager le bouleversement qui allait frapper cette famille ordinaire ce matin d'avril. Mais ce 15 avril 2025, aux premières lueurs de l'aube, leur existence va basculer dans l'extraordinaire. Ce que vous allez découvrir dans cette enquête défie toute logique scientifique. Les révélations de cette fillette vont remettre en question tout ce que nous pensions savoir sur les apparitions de Lourdes et soulever des interrogations fondamentales sur la nature de la conscience humaine. L'affaire Margot Dubois va mobiliser historiens, psychiatres, neurologues, linguistes et même les plus hautes autorités. Elle va révéler l'existence d'un secret gardé depuis 1858, un secret qui pourrait changer notre compréhension de l'histoire religieuse française. Restez jusqu'à la fin car ce que cet enfant va révéler va vous laisser sans voix. L'histoire commence véritablement 3 jours plus tôt, le 12 avril 2025, un vendredi matin comme les autres. Claire Dubois se lève à 6h30 comme chaque jour depuis 10 ans, elle prépare méticuleusement le petit déjeuner familial dans leur cuisine moderne équipée d'électroménager dernier cri. L'odeur du café fraîchement moulu embaume la pièce baignée de la lumière dorée du soleil matinal. À 7h15, elle entend les pas habituels de sa fille dans l'escalier en bois. Mais quand Margot apparaît dans l'encadrement de la porte, Claire ressent immédiatement que quelque chose a changé. Le regard de l'enfant a une profondeur inhabituelle, une gravité qui n'appartient pas à l'enfance. Ses yeux noisettes, d'ordinaire pétillants de malice, portent une expression étrangement paisible, presque mystique. Margot s'installe à sa place habituelle à la table ronde en bois massif et d'une voix posée, qui surprend sa mère par sa maturité soudaine, déclare qu'elle doit absolument retourner à la grotte. Claire, occupée à tartiner le pain grillé de confiture d'abricot, s'arrête net, la cuillère suspendue en l'air. Quand elle demande de quelle grotte sa fille parle, l'enfant répond avec une assurance déconcertante qu'elle doit retourner là où la dame lui parlait. Sa voix porte une conviction profonde, une certitude qui glace le sang de Claire. Ce n'est plus la voix de sa petite fille de 6 ans, mais celle d'une personne qui a vécu des expériences profondes. Claire pense d'abord à un rêve particulièrement vivace, comme en font parfois les enfants de cet âge. Mais Margot insiste avec une détermination qui n'a rien d'enfantin, elle commence alors à décrire cette grotte avec une précision troublante. L'humidité qui suinte des parois calcaires, l'écho particulier que produisent les voix dans cette cavité naturelle, le rosier sauvage qui pousse près de l'entrée et dont les épines accrochent les vêtements. Elle évoque cette dame vêtue de blanc qu'elle appelait Bernadette d'une voix d'une douceur infinie mais empreinte d'une autorité divine. Les descriptions sont si vivantes, si détaillées que Claire en a des frissons qui remontent le long de sa colonne vertébrale. L'enfant parle de la texture soyeuse de la robe blanche, du bleu profond de la ceinture, de l'éclat particulier du rosaire doré qui pend de l'apparition. Pierre Dubois, rentrant de son jogging matinal de 5 km dans les rues encore désertes de Tarbes, trouve sa femme pétrifiée dans la cuisine, la cafetière à la main, fixant leur fille avec un mélange d'incompréhension et d'inquiétude. Margot continue de parler de cette dame avec une ferveur qui n'appartient pas à l'enfance, utilisant des expressions qu'une fillette de son âge ne devrait pas connaître. Elle évoque les douleurs du monde avec une émotion palpable. Parle de la nécessité de prier pour les pécheurs avec une gravité qui trouble ses parents, elle utilise spontanément des mots comme pénitence, expiation, miséricorde divine,
terme qu'elle n'a jamais entendu dans leur foyer résolument laïque. Mais ce qui glace véritablement le sang des parents, c'est quand Margot se met à parler patois bigourdan, ce dialecte local du XIXe siècle que même les plus anciens habitants de la région ne maîtrisent plus parfaitement. Sa prononciation est parfaite, son accent authentique, comme si elle avait grandi en parlant cette langue ancienne. Elle évoque alors des noms de familles tarbaises du XIXe siècle avec une familiarité déconcertante. Les Castet de la rue du Bourg, les Lafitte du Moulin de la Chaussée, les Bardas du quartier Saint-Pierre, des patronymes que même l'office de tourisme local a oubliés, des noms qui ne figurent plus que dans les registres paroissiaux poussiéreux des archives municipales. Le plus troublant arrive quand Margot commence à décrire avec une précision déchirante la condition sociale de la famille Soubirous. Elle parle de François Soubirous, le père de Bernadette, avec une émotion palpable. Elle évoque ce meunier déchu qui avait perdu son moulin de Boly à cause de dettes accumulées et de mauvaises récoltes successives. Margot décrit les hivers rigoureux dans le cachot humide de la rue des Petits Fossés où la famille avait trouvé refuge. Elle parle du froid qui transperçait les vêtements troués, de l'humidité qui montait du sol en terre battue et imprégnait tout, les vêtements, les couvertures élimées, même la nourriture quand il y en avait. Elle évoque avec une précision terrifiante la faim qui tenaillait quotidiennement le ventre, cette compagne constante de la pauvreté. Elle décrit le goût amer des châtaignes bouillies qui constituaient souvent l'unique repas de la journée. L'eau claire qui servait de soupe quand il n'y avait rien d'autre, le pain noir et dur qu'il fallait tremper longuement pour pouvoir le mâcher. L'enfant raconte comment Louise Soubirous, la mère de Bernadette, tentait de raccommoder encore et encore les mêmes vêtements usés jusqu'à la corde. Elle évoque l'odeur de lessive à la cendre qui imprégnait le linge, les pièces rapportées de tissus dépareillés qui donnaient aux robes un aspect de patchwork coloré. Margot parle des sabots de bois qui claquaient sur les pavés mouillés des rues tarbaises, précisant même qu'ils étaient souvent trop grands pour les pieds des enfants et qu'il fallait y glisser de la paille ou des chiffons pour éviter les ampoules douloureuses. Elle décrit la sensation de ces sabots lourds qui ralentissaient la marche et rendaient difficile la course des enfants dans les rues potues de Lourdes. Elle évoque également les regards de pitié et parfois de mépris que la population locale portait sur cette famille déchue. Les commérages malveillants qui couraient dans le petit village, les rumeurs sur les dettes de François Soubirous, les jugements sévères sur cette famille qui avait mal tourné. Pierre et Claire Dubois se regardent avec une inquiétude grandissante. Ces détails sur la condition sociale de la famille Soubirous sont d'une précision historique stupéfiante. Mais comment leur fille, qui ne sait même pas qui était Napoléon Ier, peut-elle connaître des détails si précis sur la pauvreté au XIXe siècle? Claire décide alors de tester sa fille. Elle lui demande de décrire sa maison, sa vraie maison de 2025. Margot regarde autour d'elle avec un étonnement sincère, comme si elle redécouvrait ce décor moderne. Elle semble désorientée par l'électroménager, surprise par le confort de leur intérieur bourgeois. L'enfant compare spontanément cette cuisine moderne avec l'âtre noirci du cachot de la rue des Petits Fossés, évoquant la marmite en fonte suspendue à la crémaillère, les quelques ustensiles de cuisine en bois et en terre cuite qui constituaient tout l'équipement ménager de la famille Soubirous. Cette comparaison troublante entre deux époques, faite avec un naturel déconcertant, achève de convaincre les parents qu'ils font face à quelque chose d'inexplicable. Leur fille semble véritablement avoir vécu dans les conditions du XIXe siècle, avoir ressenti dans sa chair la pauvreté de cette époque révolue. Si vous trouvez cette enquête aussi captivante que nous, n'hésitez pas à la partager. Votre soutien nous permet de continuer à révéler ces histoires extraordinaires qui défient notre compréhension du monde. Face aux révélations de plus en plus troublantes de leur fille, les époux Dubois décident de consulter un spécialiste. Leur formation scientifique, Pierre ingénieur, Claire pharmacienne, les pousse à chercher d'abord une explication médicale rationnelle à ces déclarations extraordinaires. Leur premier réflexe est d'emmener Margot chez le docteur Émilie Martineau, pédiatre réputé de Tarbes qu'ils connaissent depuis la naissance de leur fille. Cette praticienne expérimentée, diplômée de la faculté de médecine de Toulouse avec une spécialisation en neuropédiatrie, exerce depuis 15 ans dans un cabinet moderne de l'avenue Bertrand-Barrère. Le rendez-vous est pris en urgence pour le 13 avril dans l'après-midi. Dans la salle d'attente colorée, décorée de dessins d'enfants et de jouets éducatifs, Margot reste silencieuse. Le regard perdu vers une fenêtre qui donne sur les Pyrénées enneigées, elle semble contempler ces montagnes avec une nostalgie qui n'appartient pas à ses 6 ans. Le docteur Martineau examine minutieusement l'enfant dans son cabinet aux murs pastel ornés de planches anatomiques adaptées aux enfants. Elle vérifie les réflexes, ausculte le cœur et les poumons, teste les réactions pupillaires, mesure la tension artérielle. Physiquement, Margot est en parfaite santé. Ses constantes vitales sont normales, ses réflexes parfaits, son développement moteur conforme à son âge.
Mais quand la conversation s'oriente sur ces mystérieuses révélations, les paroles de Margot troublent profondément la praticienne. La fillette décrit des sensations physiques d'une précision médicale stupéfiante. Le froid qui transperce les vêtements troués et pénètre jusqu'aux os, l'humidité qui provoque des rhumatismes précoces dans les articulations, la sensation de vertige causée par la faim prolongée. Elle évoque les engelures aux pieds et aux mains causées par le froid hivernal, décrivant avec précision les symptômes, démangeaisons, rougeurs, sensation de brûlure quand les extrémités se réchauffent. Elle parle des maux de ventre provoqués par la malnutrition chronique, de la fatigue constante qui accompagne la sous-alimentation. Margot décrit également les maladies courantes du XIXe siècle avec une exactitude qui sidère le médecin. Elle évoque la tuberculose qui ravageait les familles pauvres, décrivant les quintes de toux sanglantes, l'amaigrissement progressif, la fièvre qui ne quitte pas. Elle parle du choléra qui terrifie les populations, de la variole qui laisse des cicatrices indélébiles sur les visages. Plus troublant encore, elle utilise spontanément la terminologie médicale de l'époque. Elle parle de phtisie pour désigner la tuberculose, d'hydropisie pour l'édème, de flux de ventre pour la dysenterie, des termes que même les étudiants en histoire de la médecine peinent parfois à identifier. Le docteur Martineau, de plus en plus perplexe, teste les connaissances contemporaines de l'enfant. Elle lui demande ce qu'est un antibiotique, un scanner, une vaccination. Margot la regarde avec incompréhension, comme si ces concepts lui étaient totalement étrangers. En revanche, elle évoque spontanément les simples utilisés au XIXe siècle. Les tisanes de tilleul pour la fièvre, les cataplasmes de moutarde pour les bronchites, les décoctions d'écorce de saule pour les douleurs. Intrigué par ces manifestations inexplicables, le docteur Martineau suggère aux parents de tenir un journal méticuleux de toutes les déclarations de Margot. Elle recommande également, avec la prudence qui caractérise sa profession, une consultation avec un psychiatre spécialisé en pédiatrie pour explorer d'éventuels troubles dissociatifs ou des phénomènes de personnalité multiples. Elle évoque également la possibilité, très rare mais documentée, de faux souvenirs particulièrement vivaces ou encore de capacités de mémorisation exceptionnelles qui auraient permis à l'enfant d'absorber inconsciemment des informations historiques très précises. Mais elle avoue en privé aux parents que jamais en 15 ans de carrière elle n'a observé un cas de cette ampleur et de cette précision. Le 14 avril, Pierre Dubois prend exceptionnellement congé de son travail pour accompagner sa fille chez le psychiatre. Cette démarche lui coûte. Ingénieur cartésien, il a toujours privilégié les explications rationnelles. Mais les manifestations de Margot dépassent largement le cadre de l'imagination enfantine habituelle. Le docteur Laurent Mercier, psychiatre respecté dans la région depuis plus de 20 ans, reçoit la famille dans son cabinet feutré de la rue Masset. Cet homme de 60 ans, diplômé de Sainte-Anne et spécialisé en pédopsychiatrie, a vu défiler dans son cabinet toutes les pathologies mentales imaginables. Sa réputation de rigueur et de discrétion en fait le référent régional pour les cas complexes. Son cabinet aux murs tapissés de livres de neurologie et de psychanalyse respire la sérénité. Les fauteuils en cuir patiné, la lumière tamisée par des rideaux épais, l'absence totale de bruit extérieur crée une atmosphère propice à la confidence. Sur son bureau en acajou trônent quelques objets personnels, une photo de famille, un presse-papier en cristal, une collection de stylos anciens. Pendant l'entretien initial avec les parents, le docteur Mercier écoute avec attention le récit détaillé des manifestations de Margot. Il prend des notes manuscrites dans un carnet de cuir noir, posant des questions précises sur la chronologie des événements, les conditions d'apparition des souvenirs, les réactions émotionnelles de l'enfant. Puis vient le moment de l'entretien avec Margot elle-même, l'enfant s'installe dans le petit fauteuil réservé aux jeunes patients, face au bureau du psychiatre. Elle semble à la fois intimidée par le cadre solennel et étrangement familière avec cette ambiance feutrée, comme si elle avait déjà vécu des interrogatoires dans des bureaux semblables. Le docteur Mercier commence par des questions banales sur sa vie quotidienne, son école, ses jeux préférés. Margot répond de manière normale, montrant toutes les caractéristiques d'une enfant de 6 ans ordinaire, vocabulaire adapté à son âge, préoccupations enfantines, référence à son univers familial contemporain. Mais quand la conversation s'oriente vers ses souvenirs de Bernadette, une transformation spectaculaire s'opère. Sa posture change, son regard s'approfondit, sa voix prend une intonation plus grave. Elle semble grandir de plusieurs années en quelques secondes, acquérir une maturité qui n'appartient pas à l'enfance. C'est alors que se produit quelque chose d'extraordinaire. Margot dessine spontanément une grotte avec une précision architecturale stupéfiante. Sans hésitation, elle trace sur le papier blanc les contours exacts de la cavité naturelle. Elle place chaque rocher, chaque anfractuosité,
chaque détail de la topographie souterraine avec une exactitude qui sidère le praticien. Le dessin, réalisé au crayon à papier avec des mouvements sûrs et précis, correspond parfaitement aux relevés topographiques officiels de la grotte de Massabielle établis par les géomètres au XIXe siècle. Margot y ajoute même des détails que seules les photographies d'époque révèlent. La position exacte du rosier sauvage, l'emplacement des pierres qui servaient de siège, l'ouverture par laquelle filtrait la lumière naturelle. Plus troublant encore, elle dessine également le paysage environnant tel qu'il était en 1858. Les prairies qui s'étendaient jusqu'au gué de la Pau, les quelques maisons isolées, l'absence totale des constructions modernes qui encombrent aujourd'hui les abords du sanctuaire. Le docteur Mercier, intrigué par cette précision géographique, sort de sa bibliothèque un ouvrage de référence sur l'histoire de Lourdes. Il montre à Margot des photographies prises à différentes époques. L'enfant identifie immédiatement celle de 1858, rejetant instinctivement les clichés plus tardifs qu'elle juge faux ou changés. Encouragé par ses premières observations, le docteur Mercier approfondit son questionnaire. Il aborde des aspects plus précis de la vie de Bernadette Soubirous, testant les connaissances historiques de Margot avec des questions que seuls les spécialistes peuvent formuler. Margot évoque alors la méfiance initiale du curé Péramal avec des détails d'une précision déconcertante. Elle décrit cet homme de Dieu corpulent au visage buriné par le soleil, à la barbe grise soigneusement taillée. Elle raconte ses sourcils froncés lors de leur première rencontre, son scepticisme affiché face aux déclarations de la jeune bergère. Elle reproduit même certaines phrases du curé, parlant en bigourdant avec un accent parfaitement authentique. Elle évoque ses colères quand la foule commençait à affluer vers la grotte, ses craintes que ses superstitions ne nuisent à l'image de sa paroisse. Margot décrit avec émotion les nuits d'insomnie du prêtre, partagées entre son devoir pastoral et ses doutes théologiques. Plus troublant encore, elle évoque les interrogatoires du commissaire Jacomet avec des détails que seuls les procès-verbaux d'époque contiennent. Elle décrit son bureau sombre du commissariat de Lourdes éclairé par une unique fenêtre donnant sur la place du Porche. Elle évoque l'encrier en cuivre cabossé, la plume d'oie sur le papier épais, l'odeur de tabac froid et de cire qui imprégnait la pièce. Margot raconte les tentatives du commissaire pour la déstabiliser, ses questions répétées pour la faire se contredire. Elle décrit même l'odeur de tabac froid qui imprégnait les vêtements de cet homme, le bruit de sa montre à gousset qu'il consultait régulièrement pendant les interrogatoires, ses tentatives pour l'impressionner par son autorité officielle. Elle évoque également les séances chez le juge d'instruction Ribes, décrivant avec précision le tribunal de Lourdes tel qu'il était en 1858. Elle parle des bancs de bois cirés, du Christ en croix accroché au mur, de l'atmosphère solennelle de ces confrontations où se jouait sa crédibilité. Mais ce qui bouleverse vraiment le psychiatre, ce sont les détails sur la vie quotidienne de la famille Soubirous que Margot révèle. Elle parle du moulin de Boly où vivait la famille avant leur déchéance, décrivant l'odeur de la farine fraîchement moulue, le bruit régulier des meules qui tournent, le claquement des engrenages en bois. Elle évoque la rivière toute proche, le bief qui alimentait le moulin, les anguilles qu'on pêchait dans les eaux claires. Elle décrit ensuite, avec une émotion palpable, la perte de ce moulin familial, les dettes qui s'accumulent, les mauvaises récoltes qui ruinent les paysans et privent le meunier de grains à moudre. Elle évoque les huissiers qui viennent saisir le matériel, l'humiliation de François Soubirous, contraint d'abandonner le métier de ses pairs. Margot raconte alors le déménagement forcé vers le cachot humide de la rue des Petits Fossés. Cette ancienne prison désaffectée que la municipalité louait aux familles les plus pauvres. Elle décrit cette unique pièce de 12 mètres carrés où ils sont à 6 personnes, les murs suintants d'humidité, le sol en terre battue, l'unique fenêtre grillagée qui laisse filtrer un jour blafard. Elle évoque la promiscuité de cette vie misérable. Les parents et les 4 enfants dormant dans la même pièce, les querelles provoquées par cette cohabitation forcée, l'impossibilité de préserver la moindre intimité. Elle parle des nuits d'hiver où le froid transperçait les couvertures élimées, des matins où il fallait casser la glace dans la bassine pour se laver. Ces révélations d'une précision historique et sociologique stupéfiante laissent le docteur Mercier sans voix. Aucun livre d'histoire populaire ne contient de tels détails sur les conditions de vie de la famille Soubirous. Ces informations figurent uniquement dans les archives départementales, dans des témoignages d'époque jamais publiés. Vos commentaires nous montrent que cette enquête vous passionne autant que nous. N'hésitez pas à partager vos impressions et à nous dire d'où vous nous regardez. Le 15 avril au matin, Margot réveille ses parents avec une déclaration qui va transformer cette affaire familiale en mystère d'envergure nationale. Elle annonce que la dame lui a confié un secret d'une importance capitale, mais qu'elle ne peut le révéler qu'à ceux qui gardent les écrits sacrés. Cette formulation archaïque, prononcée avec une gravité qui glace le sang des parents,
les convainc qu'ils font face à quelque chose qui les dépasse complètement. Claire Dubois, de plus en plus inquiète face à ces révélations troublantes, prend alors une décision qui va faire basculer l'enquête dans une autre dimension. Elle contacte sa sœur Amélie, professeure d'histoire à l'université de Pau et spécialiste reconnue de l'histoire religieuse du XIXe siècle. Cette femme de 42 ans, docteur en histoire moderne avec une spécialisation sur les apparitions mariales dans les Pyrénées, a consacré 15 années de sa vie à étudier les phénomènes mystiques de cette région. Amélie Dubois-Martineau, de son nom complet, a publié 3 ouvrages de référence sur le sujet, Les apparitions mariales dans les Pyrénées au XIXe siècle, Bernadette Soubirous entre histoire et légende et archives secrètes des apparitions de Lourdes. Sa réputation dans le milieu académique international lui a permis d'accéder à des documents d'archives exceptionnels conservés dans les plus grandes bibliothèques européennes. Son bureau de l'université, situé au 3e étage du bâtiment de sciences humaines, ressemble à un véritable musée de l'histoire religieuse. Les murs sont tapissés d'ouvrages anciens, de reproductions de manuscrits, de cartes d'époque. Des armoires vitrées contiennent des objets de dévotion du XIXe siècle, chapelets, médailles, images pieuses témoignant de ses recherches approfondies sur la piété populaire. Quand Claire lui téléphone ce matin du 15 avril, Amélie interrompt immédiatement la correction de copie qu'elle était en train d'effectuer. Le récit que lui fait sa sœur sur les manifestations de Margot l'intrigue au plus haut point. En tant qu'historienne, elle a développé une méfiance instinctive envers tout ce qui touche au merveilleux, mais la précision des détails rapportés par Claire pique sa curiosité scientifique. L'après-midi même, Amélie prend la route de Tarbes dans sa Citroën C5 blanche, emportant avec elle plusieurs ouvrages de référence et des photocopies de documents d'archives qu'elle compte utiliser pour tester les connaissances de sa nièce. Le trajet de 45 minutes lui permet de réfléchir aux questions qu'elle va poser à l'enfant. Arrivée chez son frère, elle découvre une Margot étrangement calme, presque solennelle, qui l'accueille avec une politesse désuète qui surprend. L'enfant lui fait une petite révérence, geste qu'elle n'a jamais appris mais qui semble lui venir naturellement. Elle l'appelle spontanément Madame la professeure, titre qu'elle ne devrait pas connaître. Amélie s'installe dans le salon familial, face à sa nièce, et commence son interrogatoire avec la méthode rigoureuse de l'historienne. Elle sort de son cartable une première photographie, un cliché en noir et blanc de Bernadette Soubirous adulte, pris vers 1863. Margot regarde l'image quelques secondes, puis secoue négativement la tête, expliquant que ce n'est plus pareil, elle a changé. L'historienne présente alors une seconde photographie, beaucoup plus rare, un daguerréotype de Bernadette à 14 ans, pris quelques mois seulement après les apparitions. Cette fois, le visage de Margot s'illumine, elle reconnaît immédiatement les traits de l'adolescente, évoquant avec émotion ses yeux si doux et ses mains toujours jointes pour prier. Encouragée par cette première validation, Amélie approfondit son questionnaire. Elle aborde des aspects de l'histoire de Bernadette que seuls les documents d'archives révèlent. Elle commence par décrire la robe que portait la jeune fille le jour de la première apparition. Margot corrige immédiatement les représentations populaires. Elle explique que Bernadette ne portait pas la robe blanche immaculée des statues pieuses, mais une robe de bure brune rapiécée de plusieurs morceaux de tissus différents. Elle décrit avec précision ses pièces rapportées, un morceau de laine bleue sur l'épaule gauche, un triangle de coton beige sur la manche droite, témoignage silencieux de la pauvreté familiale. Elle évoque également le tablier de toile grossière que portait Bernadette, taché par les travaux domestiques et raccommodé en plusieurs endroits. Elle décrit les sabots de bois trop grands pour ses pieds, dans lesquels elle avait glissé de la paille pour éviter les ampoules. Ces détails figurent uniquement dans les procès-verbaux d'interrogatoire conservés aux archives départementales, documents qu'Amélie a mis des mois à obtenir l'autorisation de consulter. Plus troublant encore, Margot évoque des conversations privées entre Bernadette et ses parents, des disputes familiales sur l'opportunité de continuer ses visites à la grotte. Elle raconte les réticences de François Soubirous, inquiet des moqueries que subissait sa fille, et les encouragements discrets de Louise, sa mère, qui percevait quelque chose d'authentique dans les récits de son enfant. Elle décrit les moqueries cruelles des autres enfants du village qui surnommaient Bernadette la folle de la grotte ou la voyeuse d'esprit. Elle évoque même des épisodes de harcèlement scolaire, racontant comment certains gamins lui lançaient des pierres en criant « Bernadette la menteuse ». Margot raconte également des détails sur l'ambiance du village de Lourdes en 1858, évoquant l'atmosphère de méfiance qui entourait initialement les révélations de Bernadette. Elle décrit les conciliabules des notables locaux, inquiets pour la réputation de leur commune, les débats houleux au conseil municipal sur l'attitude à adopter face à ces superstitions. Elle évoque même des personnages secondaires de cette histoire. Marie Cazot, une amie d'enfance de Bernadette mentionnée uniquement dans les correspondances privées,
ou encore Jean-Baptiste Estrade, le percepteur local qui fut l'un des premiers à soutenir publiquement l'authenticité des apparitions. Amélie sort alors de son cartable un document exceptionnel, une photographie de groupe prise devant l'église de Lourdes en 1858. Cliché rarissime qu'elle a découvert dans les archives de l'évêché de Tarbes. Sur cette image jaunâtre, une trentaine de personnes posent devant le porche de l'église paroissiale. Margot examine attentivement la photographie et, stupéfiant tous les adultes présents, désigne immédiatement plusieurs visages. Elle identifie sans hésitation Jean-Baptiste Estrade, décrivant sa barbe rousse et ses lunettes rondes. Elle reconnaît également le docteur Dozou, médecin local qui avait examiné Bernadette, et même le sacristain de l'église, personnage mineur de cette histoire que seuls les historiens spécialisés connaissent. Cette capacité d'identification dépasse largement les possibilités d'une enfant de 6 ans. Ces visages du XIXe siècle ne figurent dans aucun livre d'histoire populaire, dans aucun documentaire télévisé. Ils sont conservés uniquement dans les archives diocésaines accessibles aux seuls chercheurs accrédités. Amélie Dubois ressort de cette rencontre profondément ébranlée dans ses certitudes d'historienne matérialiste. Ces révélations dépassent largement tout ce qu'elle a pu observer au cours de ses 15 années de recherche sur ce sujet. Face à l'évidence, elle doit admettre qu'elle fait face à un phénomène qui échappe à ses grilles d'analyse scientifique habituelles. Le soir du 15 avril, Amélie Dubois contacte en urgence son collègue, le professeur François Delacroix, historien de renommée internationale spécialisé dans les archives vaticanes. Cet homme de 58 ans, titulaire de la chaire d'histoire médiévale à la Sorbonne, fait autorité mondiale sur les documents ecclésiastiques anciens. Delacroix, qui a passé 12 années de sa carrière dans les archives secrètes du Vatican, entretient des relations privilégiées avec les plus hautes autorités ecclésiastiques. Ses travaux sur les processus de canonisation et les enquêtes sur les miracles lui ont valu une reconnaissance internationale. Habitué aux mystifications et aux faux témoignages, cet homme rigoureux a développé une méthode d'investigation implacable. Quand Amélie lui téléphone depuis Tarbes pour lui exposer le cas de Margot, Delacroix reste d'abord sceptique. En 40 ans de carrière, il a vu défiler tous les prétendus mystiques, tous les faux voyants, toutes les supercheries imaginables. Mais la précision des détails rapportés par sa collègue pique sa curiosité scientifique. Il accepte néanmoins de rencontrer l'enfant, mais pas sans préparation. Delacroix passe la nuit du 15 au 16 avril à préparer minutieusement un questionnaire basé sur des documents d'archives absolument inédits. Il s'agit d'informations extraites de correspondances privées conservées au Vatican, de témoignages sous serment jamais publiés, de détails si précis qu'ils constituent un véritable test d'authenticité. Ces documents, il est l'une des 3 personnes au monde à y avoir eu accès lors de ses recherches doctorales à Rome en 1995. Certains détails qu'il va tester ne figurent même pas dans les archives diocésaines françaises, ayant été directement envoyés au Vatican par les enquêteurs de l'époque. Le 16 avril, toute la famille Dubois se rend à l'université de Pau, accompagnée du psychiatre Laurent Mercier, qui souhaite observer les réactions de Margot face à ce nouvel interrogateur. Dans l'amphithéâtre vide du département d'histoire, sous les portraits des grands historiens français, Margot fait face au professeur Delacroix. L'atmosphère est solennelle, presque intimidante. Delacroix, homme imposant à la barbe grise, installe sur son bureau plusieurs documents photocopiés qu'il maintient cachés sous un tissu noir. Il commence par observer longuement l'enfant, cherchant les signes de nervosité qui trahissent généralement les mystificateurs. L'historien débute par des questions apparemment anodines sur l'environnement de Lourdes au XIXe siècle. Margot répond avec cette assurance déconcertante qui caractérise désormais ses déclarations sur cette époque. Elle évoque l'odeur spécifique de suif des chandelles dans l'église paroissiale, différente de celle de la cire d'abeille réservée aux grandes occasions. Elle décrit le bruit caractéristique des sabots ferrés des chevaux sur les pavés mouillés de la Grand-Rue, le crissement des roues cerclées de fer des charrettes qui remontaient vers le château fort. Elle évoque même l'odeur particulière du crottin de cheval mélangé à celle de la boue et des détritus qui jonchaient les ruelles goudronnées. Margot décrit ensuite le marché hebdomadaire de Lourdes avec une précision saisissante qui trouble l'historien. Elle évoque l'emplacement exact des étals selon les corporations, les bouchers près de la fontaine, les marchands de légumes sous les arcades, les vendeurs de tissus dans la rue du Bourg. Elle reproduit même les cris des marchands en patois bigourdan, langue qu'elle ne devrait pas maîtriser. Elle évoque les prix pratiqués à l'époque avec une exactitude qui stupéfie Delacroix. Un pain de 4 livres coûtait 6 sous, une livre de viande de mouton valait 12 sous, une paire de sabots se négociait à 15 sous. Ces tarifs précis ne figurent que dans les registres commerciaux d'archives que l'historien a consultés lors de ses recherches sur l'économie rurale pyrénéenne.
Puis vient le moment de la question piège, celle que Delacroix a préparée pour confondre définitivement toute mystification. Il demande à Margot ce que portait exactement l'apparition lors de la troisième vision, détail que seules les archives secrètes du Vatican documentent avec précision. L'enfant ferme les yeux quelques instants, adoptant cette expression de recueillement qui caractérise ses souvenirs. Puis elle décrit une ceinture bleue avec un détail d'une précision stupéfiante qui glace le sang de l'historien, un petit accroc sur le côté droit causé, selon elle, par une épine de rosier lors d'une promenade céleste. Ce détail microscopique figure uniquement dans une lettre personnelle de Bernadetta.